Bienvenue Asma Mouline. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc je rappelle que vous êtes entrepreneur, Oui. experte en intelligence économique et que vous avez été présidente de l'AFEM, l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. On va démarrer parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Allez-y. Du climat politique, remaniement, voilà, personnel politique versus technocrate, technocratie, un peu d'économie aussi, puisqu'il y a un chantier aussi ouvert. Vous êtes aussi... vous faites l'accompagnement pour tout ce qui est investissement, Maroc un petit peu à l'étranger. Et on finira aussi par la femme dans tout ça. Femme entrepreneur et femme d'avenir. Et puis un mot aussi sur peut-être l'université d'été de la CGM, qui va se rouvrir en fin de semaine. Donc on démarre par le climat politique, remaniement. Est-ce que Asma Mouline accorde un intérêt particulier à ce remaniement ministériel qui est annoncé et attendu ? Écoutez, je crois qu'en tant que citoyenne marocaine, je suis extrêmement dans l'expectative par rapport à ce qui va se passer, parce que je ne suis pas la seule. C'est quand même l'avenir de notre pays. Nous vivons une période d'incertitude qui, effectivement, rend ce remaniement important. Pas que le remaniement, mais c'est tout ce qui va venir avec aussi, c'est-à-dire cette commission qui va être mise en place. On en attend beaucoup. En charge de la réflexion pour le nouveau modèle de développement. Donc c'est vraiment beaucoup de choses. Maintenant, remaniement ministériel, oui, mais c'est à 2 ans de la fin de leur mandat. Donc les prochaines élections législatives ont lieu en 2021. Donc il reste 2 ans, on n'a pas le temps, en tout cas une équipe gouvernementale n'a pas le temps de mettre en place un projet structurant, puisque c'est une échéance de 2 ans, et encore, parce qu'à une année des élections, c'est tout qui se met en branle pour préparer les campagnes. En même temps, on fait quoi On fait quoi On attend beaucoup en fait de cette commission et du nouveau plan de développement du Maroc, qui je pense sera quand même à moyen terme. Et donc, quelle que soit l'équipe gouvernementale qui est en place, elle le prendra, bien sûr, elle le prendra en charge, mais il y aura des chantiers qui vont continuer au-delà des 2 ans, donc du mandat de ce gouvernement-là. Mais pour vous, le fait qu'il y ait un appel qui a été lancé pour de nouvelles compétences, parce que je rappelle que vous êtes issu du privé, que vous avez toujours été dans le privé, jamais dans le public, toujours entrepreneur d'ailleurs, je crois que vous n'avez jamais été salarié, si j'ai vu votre parcours. Oui. Donc, vous dites quoi ? Vous dites, enfin, des compétences en politique ? Ou là aussi, vous êtes assez partagé parce que ça veut pas, ça veut pas forcément dire grand-chose non plus, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie de réussite, il faut attendre et voir quel va être le choix des personnes, quelles sont les personnes qui vont être mises en avant, parce que je pense que le politique est très important, très très important. Le technocrate, bien évidemment, un technocrate généralement il connaît son domaine, c'est quelqu'un qui normalement duquel on attend de l'efficacité, de la rigueur, certes, mais il faut aussi une vision politique. Et donc moi ce que je reproche en fait aux partis politiques, c'est de ne pas avoir, avantager l'émergence de compétences au sein des partis politiques et qu'il y ait des technocrates au sein des partis politiques pour qu'ils aient cette dimension politique. Parce qu'il ne faut pas négliger la dimension politique de l'action d'un gouvernement ou d'un homme public. C'est très important. Donc la culture politique est très importante. Donc mettre quelqu'un qui est complètement à 100% technocrate, certes, il va mener des chantiers, mais il n'aura pas cette dimension politique qui, à mon sens, est très importante. Donc, c'est là notre problème aujourd'hui, c'est que quand on essaye de voir qui pourrait être dans ces postes-là, il n'y a pas, le choix est vraiment très limité. On n'a pas ce vivier. Si une personne a un CV bien garni, qui a fait une grande école à l'étranger, par exemple, une grande fac, une grande université aux États-Unis ou autre, pour vous, et qui travaille aujourd'hui à la NASA, je fais un portrait robot, pour vous, c'est pas forcément... Non, du tout. Non. Ah non, c'est pas forcément quelqu'un qui réussira, parce que vous le mettez dans un poste, comme je l'ai dit, certes, il sera compétent, ça, je pense qu'on peut ne pas en douter, en tout cas je l'espère, c'est ce qu'on attend d'un technocrate, mais l'action politique n'est pas l'action d'un technocrate, c'est-à-dire qu'il aura besoin de compétences supplémentaires, des compétences en termes d'influence, des compétences en termes de lobbying, des compétences en termes si vous voulez, de persuasion, des choses qu'on apprend quand on est dans l'action politique.
importante. Et qu'on a fait toute son école aussi dans une formation politique, donc Tout avec à fait, cette culture aussi politique très et partisane. important. Et c'est pour cela que c'est dommage qu'on arrive aujourd'hui au Maroc avec des partis politiques qui n'ont pas favorisé l'émergence de compétences en leur sein et qui ont même découragé pas mal de compétences, qui ont fait un tour et qui sont partis. C'est dommage, c'est dommage. Donc maintenant, espérons que si technocrates il y a, au moins que ce soit des technocrates qui aient cette compétence politique en plus, même s'ils n'ont pas fait leur classe dans un parti politique, mais au moins qu'ils aient cette faculté, cette dimension politique, parce qu'on peut l'avoir, hein, même quand on n'a pas fait ses armes. Je me dis, quand on a le sens de l'intérêt général, on a déjà... L'intérêt général est aussi, comme je l'ai dit, c'est tout un tout. Hein, c'est tout un tout. Être dans la vie politique, c'est une façon d'être, c'est une façon de voir les choses, et être que 100% technocrate n'est pas un gage de réussite. Donc il faut essayer de trouver une alchimie entre les deux, du 50-50. Il y a une information en tout cas qui circule en disant qu'il y aura peut-être une architecture politique qui va être revue, avec moins de ministères. Est-ce que pour vous c'est important ou pas ? Oui. Si on peut resserrer, parce que on se demande à quoi servent tous ces ministères, vu les résultats. Et les secrétariats d'État aussi. Ça fait que des dépenses en plus, des problèmes en plus. Si on peut resserrer l'équipe et que ce soit une équipe performante et qui soit au taquet par rapport au projet, et qui surtout ait une cadence et un rythme, et qu'on baisse un petit peu les inerties, oui, bien sûr, je suis preneuse. Et en tant que femme ? Parité, s'il y a parité ou pas parité, est-ce qu'on va se dire encore, on va attendre aussi au coin du feu, de se dire, une fois que va être dévoilé ce nouveau gouvernement... La parité à 50%, je ne pense pas. Hein. Il faut pas non plus rêver. Moi, j'aimerais bien. Moi, je rêve. Hein. Je suis quelqu'un d'optimiste. Vous rêvez d'avoir des femmes ou d'avoir des femmes compétentes ? Des femmes compétentes. C'est très important. Des femmes compétentes. Mettre des femmes pour mettre que des femmes, c'est pas le but. Mais n'empêche, ce qu'on a vu lors des différentes nominations et les gouvernements successifs ces dernières années, et puis même depuis très longtemps, hein, depuis le début, c'est que la place de la femme n'a pas été quand même très importante. Alors qu'il y a des compétences qui auraient pu prendre des portefeuilles ministériels. On est resté quand même sur disons, une participation, somme toute, un peu plus que symbolique, c'est tout. Mais en tout cas, vu l'enjeu que vous avez qualifié peut-être de stratégique, en tout cas pour ce remaniement, à 2 ans des élections législatives de 2021, peu importe s'il n'y a pas une parité qui est respectée, ce qui est important, c'est d'avoir une architecture politique, ce que vous avez dit tout à l'heure, qui tienne la route, homogène, opérationnelle. Qui tienne la route. Bien sûr, la présence de l'élément féminin est quand même indispensable, parce que nous avons des compétences. Maintenant, ce que je dis, maintenant, si on n'est pas obligé de mettre 50-50, mais si on met au moins 30% de femmes, c'est déjà beaucoup, et très bien. C'est déjà beaucoup, oui. Parce qu'il y a aussi, au-delà du remaniement ministériel, il y a aussi un autre remaniement, on en parle moins, mais c'est au niveau de l'administration de la haute fonction publique. Oui. Oui. Voilà, il y a, le chef de l'État s'est exprimé aussi là-dessus, et là, en fait, il y a tout un débat aussi sur les critères, parce que comment devenir et accéder à la haute fonction publique, très souvent, parfois, en tout cas, c'est des lobbies, c'est des réseaux, et c'est du clientélisme. Donc on devrait vouloir passer à autre chose à ce niveau-là. Maintenant, c'est la compétence qui devrait primer, et puis l'historique de la personne. Qu'est-ce qu'elle a réalisé lors de son parcours ? Est-ce qu'il y a eu des réussites, même s'il y a eu des échecs, mais est-ce que les échecs ont été dépassés ? Donc vraiment, c'est ce qu'il faut mettre en avant. C'est la capacité de la personne à prendre en charge la mission et la réussir, et la faire aboutir positivement. Donc pour vous aussi, c'est de se dire aujourd'hui, la haute fonction publique et les futures nominations, c'est aussi important que ce qui va se passer au niveau de l'exécutif et du gouvernement. Tout à fait, parce que la chose publique est quelque chose qui nous appartient à tous, nous, Marocains, et donc il est absolument important qu'on mette les personnes qu'il faut là où il faut, parce que ce pays en a besoin. Et pour réhabiliter aussi les services publics et le citoyen, avec aussi, parce que c'est aussi, à mon avis, l'enjeu. C'est l'enjeu, et c'est tout le problème du Maroc, c'est d'avoir un public qui ne va pas, en tout cas moi je parle en tant qu'opérateur privé, le temps du public n'est pas du tout le temps du privé. Malheureusement, ils se comportent en fonctionnaires. Donc, parce qu'ils le sont, ils ont le statut en tout cas de fonctionnaire. Mais quand je dis qu'ils se comportent en fonctionnaire, dans le côté péjoratif du terme,
Et donc, nous, en tant qu'opérateurs privés, on a des échéances, nous avons... Le temps, c'est de l'argent. Hein, et donc, nous avons des responsabilités qui ne peuvent pas souffrir les pesanteurs et les lenteurs. Et qu'on remarque beaucoup, et qu'on vit, pas qu'on remarque, qu'on vit avec l'administration. Et ça, tout ce que j'espère, c'est que on est des personnes qui donnent, si vous voulez, cette énergie de pousser et d'aller au rythme, et même au-delà, peut-être même pousser même le privé dans ces derniers retranchements et aller très vite. On a besoin de gens qui prennent en charge leurs fonctions bien, qui le font bien sûr avec abnégation et qui gardent le rythme, parce que le rythme est très 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 lent. Donc du coup, tout ce qui devrait sortir, ou en tout cas être annoncé dans les prochains jours, aux prochaines semaines, oui. Pour faire la transition sur le terrain économique, avec cette rentrée aussi, Asma Moline, c'est un gouvernement aussi, et des nominations aux hautes fonctions publiques, qui doit, dans un premier temps, rassurer. Parce que l'économie, c'est avant tout la confiance. Donc effectivement, est-ce que le véritable enjeu aussi, c'est après que les nominations auront été annoncées, un nouvel exécutif, est-ce que c'est déjà... Dès le départ, le premier challenge et le premier défi, c'est de redonner, en tout cas, ou d'instaurer ou de réinstaurer la confiance. Vous avez tout à fait raison. L'économique a horreur du flou. Un opérateur privé, il a besoin de visibilité, pas uniquement un opérateur privé, un citoyen lambda, il a besoin de visibilité, il a besoin de confiance. Il faut qu'on sache où on va, comment on va y aller, quels sont les résultats qu'on escompte. Donc il nous faut une feuille de route. Le Maroc a besoin d'une feuille de route et qu'on sache où on va, tous en tant que composante de la société, qu'on soit opérateur économique, opérateur social, donc fonctionnaire, salarié, qu'on soit artiste. Ou demandeur d'emploi, hein, parce que aussi oui, attente, hein. Donc il faut que tout le monde ait une vision, où on va, une visibilité plutôt, où on va. Et cette crise de confiance aussi, il faut la dépasser parce qu'il y a une crise de confiance qu'on sent tous les jours. Donc cette crise de confiance, elle ne donne pas, elle mine l'énergie. Elle mine l'énergie, elle sape le moral. Et quand vous avez cette ambiance négative tout autour, elle ne vous aide pas à donner, à créer, à innover, à avancer, à avoir envie de vous lever le matin et d'aller. Donc quand vous vous posez trop de questions, à un moment donné, il faut que vous ayez les réponses aux questions pour que tout avance. Donc premier enjeu déjà, c'est d'avoir un exécutif, un nouveau gouvernement, en tout cas compact, homogène et qui respire la confiance, qui soit inspirant. Tout à fait. Il faut qu'il inspire, il faut que la société adhère au projet économique et au projet de société. Ça aussi, c'est très important. Donc, quand on adhère, on va y arriver, Mais il faut le faire et c'est pas la chose la plus simple. Ça veut dire que le challenge aussi, c'est de faire de la pédagogie pour le personnel politique, en tout cas qui sera aux responsabilités. Si j'emprunte sur les marchés internationaux, parce que je vois que c'est l'actualité, je dis pourquoi, j'explique, je communique au travers dans les médias pour convaincre l'opinion publique, en tout cas pour l'informer. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on doit basculer vers faire de la politique autrement? Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut arriver en termes de modèle, à faire évoluer de modèle politique Alors il est clair que la communication est quelque chose de très important, de toute façon. Dans l'absolu, la communication est quelque chose de très important. Donc effectivement, quand vous parlez, quand vous expliquez les choses, très simplement, adapté à chaque public, parce que chaque public lui faut ses propres codes, ses propres valeurs, son propre disons langage, pour que vous puissiez faire arriver une information ou faire adhérer à un projet. Donc il faut des gens qui soient capables de parler à des publics différents pour avoir l'adhésion de tout le monde. En parlant de l'étranger aussi, il faut qu'on soit lisible, parce qu'on ne l'est pas aujourd'hui. On n'est pas lisible pour l'étranger. Les gens, quand ils nous regardent de l'étranger, moi qui me déplace beaucoup, les gens se posent des questions et ils comprennent pas beaucoup de choses. Et essentiellement, la politique économique du Maroc, je prends l'exemple de l'Afrique. Pendant très longtemps, on a vendu, et moi-même la première, et on continue, pas mal de gens continuent à vendre l'Afrique, le Maroc en tant que hub vers l'Afrique. Oui, ok, très bien. Mais ce discours ne prend plus. Moi, je le remarque lors de mes déplacements, et je travaille beaucoup sur les investissements étrangers au Maroc, et j'ai beaucoup vendu. Je continue au Maroc en tant que plateforme de développement vers l'Afrique subsaharienne. Ça ne prend plus. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que le Maroc n'a pas réussi à continuer sur cet élan qu'il y a eu il y a 10 ans avec Sa Majesté, on a fait on a initié les grands chantiers et tout ça. Il n'y a pas eu par la suite tout si vous voulez, un mouvement des TPE, des PME, donc du secteur privé. Du secteur privé qui prennent le relais et qu'il y ait des success stories à ce niveau-là. C'est-à-dire que bon, on a vendu les grandes banques, les assurances, tout ça c'est du vrai, les BTP et tout ça. Mais quand vous vendez à quelqu'un qui s'installe au Maroc pour aller travailler ou aller conquérir le marché africain, vous n'avez rien à lui proposer comme success story, ni comme quelque chose de vécu, quelque chose qui a été... Le secteur privé n'a pas joué le jeu, n'a pas été... il n'a pas joué le jeu, oui. On lui a pas donné l'occasion de jouer le jeu aussi. Parce que bon, le secteur privé seul ne peut rien faire. Il faut qu'il soit encadré par le privé. Et c'est le rôle d'associations d'organismes, tout à fait, comme le patronat. Ou ça peut être aussi des actions d'agences publiques comme la MDE, comme, voilà. Et là, on l'a pas eu. On l'a pas eu. On l'a pas eu. On a eu des grands déplacements. Un problème d'intendance, en fait. Voilà, donc il y avait la vision tracée, le cap donné, puis derrière, la logistique n'a pas suivi. On revient encore au manque d'action, au manque d'initiative. C'est pas assez. Le rythme n'est pas assez, disons, fort et qui se maintienne dans la durée. Donc pour relancer tout ça, on fait comment? Vous qui êtes dans le business, qui êtes entrepreneur, on a parlé de redonner confiance, donc une nouvelle architecture politique qui doit être censée en tout cas garantir ça. On fait comment aujourd'hui? On fait comment les leviers? Vous n'avez, si on prend tous les pays qui se sont développés, c'est pas le public qui développe un pays, c'est le privé. Bien sûr, le rôle du public est très important, mais c'est le privé et essentiellement la TPE qui crée de l'emploi. Et on a besoin de créer de l'emploi, on a besoin de faire de la croissance, on a besoin de créer des richesses. Et il n'y a que le secteur privé qui peut le faire, et il n'y a que la TPE qui peut le faire à grande échelle. Sauf que il y a eu des plans pour mise à niveau, accompagnement, faciliter aussi l'accès au financement. Il y a eu plein de choses qui ont été annoncées. C'est pas suffisant. Donc on le voit, les résultats sont là. Nous n'avons pas réussi. Donc ça n'a pas été. Soit ça a été mal fait, mal conçu, soit mal suivi, soit mal communiqué. En tout cas, il y a. Mais c'est un problème de marché ou un problème d'ambition du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur? Alors, le chef, ne croyez pas, le Marocain est quand même entreprenant et entrepreneur, à la base. Il n'y a qu'à voir tout le secteur informel, ce sont des entrepreneurs. Ils se débrouillent, ils trouvent ils arrivent à gagner leur vie, d'une manière peut-être précaire, mais ils arrivent à gagner c'est de la débrouillardise, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'initiative, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de l'initiative. Il faut juste accompagner cette initiative. Donner confiance, accompagner, aider, valoriser, mettre en avant des gens qui réussissent de cette catégorie-là. Parce qu'il ne faut pas parler que des grandes entreprises qui ont des marchés ou des grands projets. Non, il faut parler du petit entrepreneur de base qui s'en est sorti et qui a recruté des personnes et qui est passé de l'informel vers le formel. Il faut mettre en avant ce type de réussite parce que l'exemple est très important. Est très important, mais tout ça, il faut que l'État soit au service du privé. Et pas l'inverse. Parce que ce qu'on voit maintenant... Au service du privé, parce que pendant très longtemps, d'ailleurs, j'ai reçu Najib Arrasbil la semaine dernière qui dit le privé, en fait, n'a pas été au rendez-vous. Si aujourd'hui, on a atteint la fin d'un modèle économique, c'est aussi la responsabilité du privé. De quel privé parle-t-on? Alors, je suis d'accord avec vous si on parle des grands opérateurs privés actuels marocains qui, au lieu d'investir dans des projets qui sont créateurs d'emplois, ont préféré aller mettre leur argent dans l'immobilier, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a certainement des responsabilités à ce niveau-là. Mais il y a aussi la responsabilité des pouvoirs publics parce qu'ils ont négligé toute une partie de la population qui aurait pu et qui peut toujours être un vivier de création d'emplois. C'est-à-dire que très souvent on dit que les banques ne prêtent qu'aux riches. Et là c'est une réalité encore. Est-ce que vous considérez que là, que l'État n'a
soutenus ou accompagnés que les gros, que les grands. Et que là, aujourd'hui, ils devraient se soucier aussi des entreprises, les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Et que voilà, il va falloir aussi descendre d'un cran, voire de 2 crans. De plusieurs crans, moi, je dirais. Ouais. Je dirais de En plusieurs termes crans. Parce que d'accompagnement les banques, faut pas oublier, hein, ça reste des entreprises avec des niveaux de rentabilité, sur de rentabilité voilà, atteints. Donc avec une volonté des actionnaires rémunérés. De rentabilité, des exigences de rentabilité. Et donc, ils s'embarrassent pas avec des investissements, plutôt des financements qui sont à risque. Parce que quand vous prêtez de l'argent à une société qui est au début de sa vie, en création, donc c'est ce qu'on appelle l'amorçage, ils prennent pas de risque. Bon, bien sûr, il y a des mécanismes de garantie, mais là encore, on ne donne pas l'information, on ne communique pas assez, on communique mais vraiment d'une manière très limitée en choisissant les périodes et les canaux, et donc c'est pas un mouvement de masse. Ce dont on a besoin, c'est un mouvement de masse. C'est un Maroc qui entreprend, c'est un Maroc qui veut créer de la richesse, qui y croit, qui a envie de faire comme l'autre. Là, maintenant, on a envie de faire comme personne. Et donc, on a besoin de ce mouvement. Maintenant, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule oui, qui doit commencer en premier. Honnêtement, je ne sais pas comment la mayonnaise prendra, mais ce qu'il faut pour que la mayonnaise prenne, il faut qu'il y ait un maximum de bonne volonté. Vraiment. Et c'est ce qui fera d'énergie positive. Que la machine remarchera et reprendra. Et j'avais dire, et la femme dans tout ça? Parce que on parle de la femme, parce que là, depuis quelque temps, on parle de la femme. Femme, liberté individuelle, c'est cette affaire privée d'une femme là qui a été interpellée, incarcérée, bref. C'est du privé, donc ça restera du privé. Je ne vais pas vous demander de commenter une affaire privée. Mais en tout cas, quand on parle de la femme aujourd'hui, en fait, actuellement, en tout cas, c'est ça, c'est liberté individuelle, c'est modification du code pénal pour qu'elle puisse être... Le Maroc, je pense qu'il est à la croisée des chemins. Et nous avons besoin de repenser notre modèle de société. Parce qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de violence. Violence, je ne parle pas que de la violence physique, mais de la violence morale. Et la femme, dans tout ça, est la première victime. Alors que la femme peut être un vecteur de développement économique et social extraordinaire pour le Maroc. C'est démontré partout dans le monde d'ailleurs. Pas que pour le Maroc, pour tous les pays du monde. Et le Maroc en a besoin. La femme marocaine, quand on voit le taux d'employabilité qui est de 25%, qui baisse et tout ça... qui baisse constamment chez nous depuis quelques années au niveau de la femme. Oui, c'est vrai, ça c'est l'officiel. Mais la femme marocaine travaille énormément dans le monde rural. Il n'y a que la femme qui travaille. Enfin, j'exagère. Oui, parce qu'il y a des hommes qui travaillent dans le monde rural. Qui travaillent aussi, mais elles travaillent beaucoup. Les femmes rurales travaillent beaucoup. Elles travaillent à l'extérieur, elles travaillent à l'intérieur, parce qu'elles ont aussi la charge du foyer. Au niveau de milieu urbain, c'est vrai qu'officiellement, ce taux d'employabilité, on ne le sort pas de nulle part. Il y a une part de réalité. Mais il y a beaucoup d'informels aussi dans le monde urbain et périurbain. Il y a beaucoup d'informels. Ces femmes-là travaillent dans des conditions déplorables, avec beaucoup de précarité. Mais vous pensez que l'émancipation, il peut y avoir plus d'émancipation, une réelle émancipation aussi lorsque ce qui se passe à la lumière de cette affaire privée, liberté individuelle, c'est réglé aussi? Est-ce qu'il faut arriver à se dire, voilà aussi, le statut de la femme en entreprise, entrepreneur, le statut de la femme en tant qu'employé aussi, vecteur de progrès, de développement et de croissance. Mais avant ça aussi, on pourra y arriver que lorsque, d'un point de vue sociétal, valeurs, principes... C'est ce que je disais. Voilà. Il faut qu'on repense notre modèle de société. Il faut que d'abord ça se soit réglé. Qu'on sache qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on va aller sur ce qui est véhiculé par toute l'idéologie islamiste, donc extrémiste, pour essayer de réduire le champ de liberté de la femme? Est-ce qu'on veut au contraire l'émanciper et lui laisser l'occasion de s'exprimer, de s'épanouir, de travailler, d'être un acteur économique et social performant? Donc il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on veut. De disposer aussi de son corps. De disposer de son corps, bien évidemment. Non, je vous pose la question, bien sûr. Bon, je voudrais quand même toucher un petit mot par rapport à l'histoire de la jeune journaliste qui est complètement triste. Elle a été mise comme ça
malgré elle, en avant de la scène. Mais vous voyez maintenant, en ce moment, il y a le projet de loi, il y a le code pénal, oui, la loi sur, justement sur l'avortement. Oui. C'est pas pour autant, c'est pas parce que il y a eu ce débat de société qu'on a vu sur les réseaux sociaux et qui a mis en lumière et qui majoritairement vont dans le sens de rendre sa liberté à cette jeune femme. Eh bien, figurez-vous qu'il y aura rien. C'est-à-dire que le projet de loi restera tel qu'il a été proposé. Les partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a le projet de loi en fait. Alors, concernant l'avortement. Oui, concernant l'avortement. Après, il y a la modification éventuellement. D'ailleurs, le CNDH a adressé un communiqué. L'association des femmes aussi, la DFM, a aussi adressé un communiqué en fait pour revoir certaines dispositions. Alors les partis politiques ne sont pas disposés à discuter le projet de loi. Ils discutent tous les amendements qu'ils proposent sont des amendements plus si vous voulez de procédure et de vraiment c'est pas des amendements de fond puisque le projet de loi, on le rappelle, c'est donc avortement permis quand la santé de la mère est en jeu, quand il s'agit d'un viol ou de l'inceste, ouais. ou quand il s'agit d'une maladie mentale de la maman. Oui. Donc ce sont les 3 cas qui vont être tolérés pour l'avortement. Donc on ne parle pas de légaliser l'avortement, c'est-à-dire que le cas de la journaliste qui est maintenant prise avec la justice n'est pas traité dans ces cas-là. C'est-à-dire que on criminalise toujours l'avortement en 2019. Donc pour vous l'enjeu c'est criminaliser l'avortement ou pas, ou criminaliser ou pas les relations sexuelles hors mariage? Ça va de soi, ça va de pair. Oui, quand on dépénalise l'un, on dépénalise l'autre. Il y a une logique dans l'histoire. Donc là, à un moment donné, il va falloir que le Maroc discute. Et ce qui me gêne, c'est que même des partis qui se disent progressistes ne veulent pas prendre position. C'est-à-dire qu'en leur sein, il y a un débat. Parce qu'ils vous disent, vous savez ce qu'ils vous disent en off ? Ils vous disent que la société marocaine dans son ensemble est ultra conservatrice. Et quand on est un parti politique et qu'on est à 2 ans des élections électorales, on se dit on va pas prendre le risque de s'exprimer, de se positionner. Mais on ouvre un débat. Voilà. C'est le rôle d'un. Le débat doit être public en tout cas. Tout à fait. Libre et responsable. Il faut qu'il y ait un débat, tout simplement. On parle de la FEM ou de la CGM avec l'université d'été pour conclure. La FEM, c'est réglé. Ben, la FEM, c'est réglé. En tout cas aujourd'hui, la FEM n'a plus de présidente. Pour l'instant, il y a un comité de transition qui gère les affaires courantes, normalement qui a pouvoir jusqu'à la fin de l'année. Il y aura élection d'une nouvelle présidente au mois de novembre. Donc pour nous, au niveau de la FEM, c'est une affaire qui est réglée. Bon, malheureusement, la présidente sortante, qui malheureusement a été destituée, on aurait voulu ne pas en arriver là, en tout cas pas de cette manière-là. Vous auriez voulu qu'elle parte sans résistance, en fait, ça, sans être obligé de la mettre dehors. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit que les personnes qui vous ont soutenu, et en l'occurrence majoritairement les régions, quand vous voyez qu'ils ne veulent plus travailler avec vous, quand vous voyez qu'il y a des personnes que vous avez vous-même rentrées dans le conseil d'administration ne veulent plus travailler avec vous, donc on se pose, on tire les conclusions. C'est pas ce qu'elle dit elle, mais bon. Et on arrête, disons, le plus proprement possible. Cas, même si bon, maintenant c'est une histoire qui malheureusement est toujours, elle a intenté un procès. J'ai vu ça, elle poursuit en justice. Elle a poursuivi en justice un certain nombre d'administrateurs pour le seul tort que ces administrateurs ont usé de leur droit de convoquer un conseil d'administration avec la moitié des membres du conseil d'administration, ce qui est statutaire, ce qui est légal. Elle dénonce le fait qu'il n'y ait pas le quorum, c'est ça ? Non, elle dénonce le fait que c'est, en tout cas on va voir, la session est pour le 17 septembre, donc... c'est bientôt. C'est bientôt. Donc, ce qu'elle conteste, c'est que des femmes ont... La moitié des membres du conseil d'administration et donc convoqué un conseil d'administration qui les échangeait de lieux, enfin bon, de salles. Le jour du conseil, enfin des trucs un peu... En tout cas, elle parle ce conseil-là, il est tout ce qu'il y a de plus légal, statutaire, donc il n'y a pas de souci. En tout cas, Yachila Armolani, Armolani n'est plus présidente, donc élection d'une nouvelle présidente au mois de novembre, c'est ça ? Oui. Donc ça va repartir. Bien sûr, ça va repartir. Ça doit repartir. Est-ce que ça va repartir aussi comme le gouvernement avec de nouvelles têtes et de nouvelles compétences ?
Ah bah, de toute façon, ça va être de nouvelles têtes, clairement. Ça ne va Je sais pas, Oui, bien sûr, ça va être de nouvelles têtes, bien sûr. Et donc, voilà, le travail va être très difficile parce qu'il va falloir reconstruire en termes d'image, en termes même de contenu, parce que il y a tout qui s'est arrêté. Donc, il va falloir reprendre, bien évidemment. Et en tout cas, j'espère tout le courage et la bonne chance pour la prochaine équipe. Et puis aussi, j'espère que Madame Amrani va entendre raison et arrêter, parce que elle, si elle continue, elle continuera encore des mois et des années à poursuivre une affaire en justice, alors qu'il faut passer à autre chose et qu'on avance. Est-ce que vendredi, Asma Mourine sera à Casablanca, à l'ISCAE, pour aller saluer Nicolas Sarkozy, Alors, qui est la guest star de cette université d'été CGEM peut-être 2019? Peut-être. Pas sûr. Pas sûr, peut-être. D'accord. Moi, je trouve que le casting, quand même, alors si jamais ils sont confirmés, hein, on parle de Nicolas Sarkozy, de Strauss-Kahn. Nicolas Sarkozy, confirmé. Confirmé. Jean-Louis Borloo, confirmé. Borloo, confirmé. DSK, non. Non. Moi, j'ai jamais. Non. Bon, c'est très bien, hein, ce sont des guest stars, clairement, qui vont attirer du monde, mais voilà, j'aurais aimé qu'on invite également des Asiatiques, Alibaba, des Africains, le patron d'Amazon, non, oui. des Américains. Il y a des personnalités africaines qui sont. Aminatou Touré aussi, il y a des Africains qui nous donnent un peu de punch pour. Mais quand on est entrepreneur comme vous, oui. Est-ce que se dit, bon, Nicolas Sarkozy, ok, mais il était que président, chef d'État, il n'a jamais été dans le business, c'est pas un grand capitaine d'industrie. C'est une personne intéressante. Et vous auriez préféré un grand chef d'entreprise, bien sûr. Patron de Google, Facebook, tout à fait. Des gens du numérique, bien sûr. Je sais pas. Des gens inspirants qui donnent envie. Mais bon, en tout cas, il y a. Mais bon, c'est quand même des gens qui sont intéressants. Ils ont des choses à dire. Vous serez peut-être vendredi à l'ISCAE pour cette université d'été 2019 de la CGEM. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci à vous de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Je rappelle que entrepreneur experte en intelligence économique, qui a fait toute sa carrière dans le privé et jamais dans le salariat. Jamais. Voilà. Donc quand j'ai vu ça en préparant l'émission ce matin, je tombais dessus d'ailleurs hier soir, je me suis dit c'est intéressant aussi comme profil. Peut-être un profil aussi qui pourrait te rappeler à prendre des responsabilités aussi dans ce Maroc en mouvement qui cherche des ressources et des compétences du privé. Chacun choisit sa façon de servir son pays. On ne sert pas son pays uniquement en ayant un poste. On peut servir son pays en créant une entreprise, en la faisant vivre, en faisant travailler des personnes. Il y a 1001 façons de servir son pays. Et je voudrais vraiment que tout le monde serve son pays de là où il est. Voilà. Et éviter ce qu'avait dit d'ailleurs le chef de l'État dans un discours, il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a ceux qui servent et ceux qui se servent. Bon, espérons que l'écrasante majorité des Marocains deviennent des gens qui servent leur pays. On en a besoin. Surtout ceux qui sont en responsabilité et qui gèrent l'argent public et l'argent du contribuable. Merci en tout cas à vous. Une fois de plus, Asma Mourine, et belle journée. Merci.